Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de FTX, du mouvement du côté de l'adresse qui détient les avoirs de FTX, en tout cas une bonne partie des ventes d'Ethereum, des swaps d'Ethereum, etc. Ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on va suivre aujourd'hui. Et puis on va aller voir également un potentiel nouveau reconfinement en Chine suite à une augmentation des cas et ça fait un petit peu trembler les marchés puisque c'était le début auparavant vous le savez, d'une crise plus ou moins sans précédent, la crise Covid, et surtout ça peut retendre à nouveau les chaînes d'approvisionnement, donc du coup les marchés n'aiment pas ça. On est ici sur le BTC face au dollar. On avait parlé hier de ce triangle qui désormais a potentiellement cassé vers le bas. Donc attention à ça. Target de ce triangle, 14 000 $. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller dessus ou pas? Je vous laisse vous faire une propre idée sur éventuellement les possibilités de tout ça. Néanmoins, on a été assez fortement rejeté par cette résistance au 16,9. On ira voir les liquidités tout à l'heure pour voir ce qu'il en est. Est-ce que le marché est plutôt short ou long en ce moment? Quel est le sentiment sur le marché? On est ici sur un Ether également qui dévisse assez fortement. Vous le voyez, 2 jours de baisse. On était à 1220. On est désormais à 1110, donc on a perdu ici quand même quelques pourcents du côté d'Ethereum sur fond de donc à moins 9%. Sur fond de quoi? Sur fond de tout simplement, attention, quelqu'un dispose de 250 000 Ethereum. On ne sait pas réellement si c'est le gouvernement des Bahamas ou pas. Il y a eu un supposé hack sur FTX, mais vraisemblablement ça serait une saisie. On n'est pas tout à fait sûr de ça, mais en tout cas il y a du mouvement de ce côté-là. Il y a du mouvement et il y a du mouvement, notamment, vous le voyez ici, 2 minutes ago, donc il y a du mouvement très très frais. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait au départ cette adresse qui est celle où avaient été regroupés tous les assets de FTX supposés hackés. Pour l'instant, on ne sait pas encore une fois si tout cela est un hack ou si c'est bien le gouvernement des Bahamas qui détient réellement cet argent. Néanmoins, ils ont fait une connerie. Enfin, ils ont fait quelque chose, si jamais c'est le gouvernement des Bahamas qui n'est pas extrêmement louable, c'est qu'ils ont tout changé en Ethereum. Et là, donc du coup, ils sont petit à petit en train de mettre une pression vendeuse sur Ethereum qui théoriquement n'aurait pas forcément lieu d'être. Mais bon, on en est là. Ils avaient 250 000 Ethereum. Je dis ils en disant ça peut être un hacker, ça peut être le gouvernement. Pour le moment, personne ne le sait. Ils avaient 250 000 et vous voyez que là, l'adresse est tombée à 95 000 Ether. Donc elle est fortement en train de faire le ménage. Et désormais, vous le voyez, même 5000 Ethereum. Donc tout ça a été splitté sur différentes adresses. J'en ouvre une pour vous montrer. Et vous voyez ici que, par exemple, on a ce mouvement qui n'est pas une vente. C'est simplement juste, on recrée un nouveau wallet Ethereum et on envoie 15 000 Ethers dessus. Donc on est en ce moment en train de splitter toute cette adresse en différentes adresses de 15 000 Ethers. Est-ce que c'est pour que ça soit plus difficile à suivre ou pas? Je ne sais pas. Mais néanmoins, cette adresse Ethereum, la première, donc celle qui avait regroupé toutes les autres adresses, est en train de se diviser en X adresses de 15 000. Il y a eu aussi 20 000 Ethers qui ont été, je crois, échangés contre du Bitcoin dernièrement. On avait déjà eu 50 000 Ethers qui avaient été échangés contre du Bitcoin principalement. Donc on a désormais 180 000 Ethers qui sont toujours en pression vendeuse, splittés sur énormément d'adresses, vous le voyez, à 15 000. Donc on va toutes les suivre. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres moyens de voir que ça, mais vous comprenez ici que ça brouille un petit peu les pistes. Alors est-ce que c'est une gestion du risque? Si jamais c'était le gouvernement des Bahamas, de ne pas tout laisser sur une même adresse et d'essayer tout simplement d'aller ici splitter et puis d'aller essayer de brouiller un petit peu les mouvements. On ne sait pas, on suivra effectivement ce qu'il va se passer de ce côté-là. Si jamais c'est un hacker, ça souligne quand même une certaine forme d'amateurisme de son côté. On a fait donc du coup cette news autour d'Ethereum. On va désormais regarder ce qui se passe du côté du Wall Street Journal. On voit ici que potentiellement l'Arabie Saoudite va probablement augmenter sa production de pétrole en prenant en compte le fait que la Russie va réduire la sienne. L'Europe avait demandé à la Russie de caper ses prix. La Russie n'a pas voulu. Elle a préféré fermer le robinet de 14% de manière à faire augmenter les prix. Et ici, l'Arabie Saoudite ne peut pas réellement politiquement suivre ce mouvement. Et donc, du coup, ils ont décidé d'augmenter
potentiellement, encore une fois, c'est une annonce, leur production. Donc on doit avoir un pétrole qui corrige légèrement sur cette news aujourd'hui. On continue sur FTX toujours avec le top 50 de leurs créditeurs, donc les gens à qui ils doivent de l'argent, qui seraient potentiellement ici créditeurs de 3,1 milliards. Donc attention aux chiffres qu'on voit. Moi j'ai vu des chiffres passer autour de 50 milliards, etc. Bon, comme quoi c'était la plus grosse fraude du siècle. On va voir, tout ça se développe petit à petit au fur et à mesure de la banqueroute, enfin du dépôt de bilan, et on a des informations qui tombent ici au compte-gouttes. Du côté de Chili's, on pouvait s'y attendre, un sell de news sur le début de la Coupe du Monde, tout simplement, le moment où la Coupe du Monde commence. Chili's était sur un rallye. Vous savez que Chili's est un token, on va dire, de hooligans, de supporters, voilà, principalement. Donc du coup c'est normal qu'ils aient eu, et puis il y avait des gros partenariats ici avec la FIFA. Ici c'est une info qu'on a déjà traitée. Ici pas grand chose pour moi sur bitcoin.com. Vous voyez ici le bitcoin est mort 466 fois, dernièrement on en a encore eu, je pense, un bon paquet de gens qui ont dit que bitcoin était mort. Ici sur le calendrier économique, rien de bien puissant, si ce n'est des nouvelles sur l'emploi mercredi. Mercredi, on aura quand même un petit peu des news. Et puis, les minutes de la Fed. C'est quoi les minutes de la Fed? C'est tout simplement la Fed qui vous donne les retranscriptions écrites du dernier meeting. Le dernier meeting avait eu lieu, je crois vers le début novembre, donc en général 3 semaines après, on a les retranscriptions écrites selon ce qui s'est dit, si ça a été hawkish, c'est-à-dire anti-politique monétaire accommodante, et bien à ce moment-là, vous allez avoir un marché qui va mal réagir à ces minutes, vous allez le voir dans la presse. Si jamais ces minutes sont plutôt dovish, à savoir pour une politique monétaire accommodante, à ce moment-là, vous aurez un marché qui va plutôt bien le prendre. Compte tenu du contexte qu'on avait quand on était autour du 2-3 novembre, je ne sais plus exactement quand a eu lieu le meeting, je pense que ça sera quelque chose de plutôt hawkish, mais que le marché n'y prêtera pas une extrême attention, sauf s'il a été évoqué ici quelque chose du type on pourrait augmenter de 1% au prochain meeting au lieu des 0,75 points de base. Pour le moment, étant donné le très bon CPI qu'on a eu autour du 10 novembre, eh bien, le marché est plutôt en train de pricer le fait que la Fed va diminuer l'augmentation, va diminuer le rythme d'augmentation de ces taux d'intérêt, c'est-à-dire tout simplement provoquer une hausse de 0,5%, 50 points de base, au lieu des 0,75 qu'ils ont fait 4 fois de suite sur tous les derniers meetings. Prochain meeting aura lieu le 14 décembre, donc on suivra tout ça, bien sûr, dans la journée de mercredi, attentivement. On est là donc sur le calendrier. Pour moi, une news majeure aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est-à-dire que du côté de la Chine, on a potentiellement des nouveaux reconfinements, d'une nouvelle politique, et la Chine, ça fait des mois qu'il y a eu très peu de morts en Chine, etc. Et vous voyez aujourd'hui que sur MarketWatch, c'est la principale news du moment. On peut voir aussi que du côté des actions, ça corrige un petit peu sur cette news-là, tout simplement parce que si la Chine recommence à confiner, ça va retendre à nouveau les chaînes d'approvisionnement, on va dire, et que donc du coup, à chaque nouveau confinement de la Chine, le monde est un petit peu tributaire de la rapidité avec laquelle arrivent toutes les productions chinoises, on va dire, voilà. Quand on regarde vraiment la politique de la Chine, et la Chine avait confirmé à assouplir sa politique malgré tout ça, donc on va suivre ça de près. Effectivement, il y a effectivement quelques morts. Vous voyez ici que ça, par exemple, ce sont les États-Unis. Actuellement, on a 128 morts aux États-Unis et 17 morts en Chine, c'est-à-dire que toute proportion gardée, eh bien la Chine est bien moins, et vous voyez ici les vagues sur la Chine, là c'était le dernier confinement, on était déjà à 18 morts. Donc si la Chine répond de la même manière de la même manière qu'en mars dernier, en avril 2022, à cette nouvelle vague, on va dire, de Covid à nouveau, eh bien on aura les mêmes reconfinements, etc. La Chine adopte une politique extrêmement dure par rapport au Covid. Dès qu'il y a des nouveaux cas, ça reconfine, et donc du coup, ça ne va pas travailler entre guillemets dans les usines, et la Chine étant en grande partie l'usine du monde, ça pose des soucis. On voit ici le marché, et je pense que du coup le Nasdaq a un petit peu corrigé aujourd'hui sur fond de cette news. Vous voyez effectivement un Nasdaq qui fait moins 0,20%,
qui fait moins 0,99, donc moins 1%. SP500 qui également prend une petite tatane. C'est pas non plus des énormes corrections, hein, mais les marchés suivent quand même ce genre de news. Sur le pétrole, le baril de Brent, qui vous le voyez prend moins 5 sur cette news que l'OPEC va effectivement, ça c'est plutôt une bonne chose pour l'inflation, c'est-à-dire que le prix du baril de brut va bien entendu ça met toujours un petit peu quelques temps, mais va probablement refaire corriger les prix à la pompe. Et vous voyez d'ailleurs que les prix à la pompe aux États-Unis, donc l'indice gasoline, 2,37$ le gallon, on est ici sur des points de support précédents et on a ici une jolie correction. Donc ça c'est plutôt bien pour l'inflation dans les prochains mois, puisque vous le savez, vous avez une inflation qui est liée à la demande, qui est une inflation de surchauffe, du crédit qui est trop facile, etc. Et donc du coup une demande qui surchauffe un petit peu l'économie, c'est-à-dire même si c'est cher, on en achète finalement. Enfin je parle des produits, etc. Et vous avez une inflation qui bien entendu est liée à plutôt ce que j'appellerais une inflation de l'offre, c'est-à-dire que vous avez ici le prix du blé, des choses sur lesquelles la Fed ne peut pas agir par exemple, qui vont venir bien entendu, et ça c'est l'indice effectivement des matières premières et des commodités, ces produits-là qui vont potentiellement bien entendu influer sur les prix sans que, entre guillemets, la politique monétaire ne puisse y faire grand-chose. On revient sur Bitcoin et on va faire désormais le sentiment. Qu'est-ce qui a été liquidé hier au niveau des liquidations? 159 millions, donc c'est une journée un peu plus que normale, on va dire qu'on a eu plus de liquidations que la normale, beaucoup plus de monde, vous le voyez, 2 fois plus de monde liquidé sur Bitcoin que sur Ethereum. On va pas faire le carnet d'ordre ni les options ici, puisqu'en ce moment c'est pas extrêmement, on est en fin de mois, vendredi prochain, on va aller faire un tour sur les options. Hop. On a probablement une grosse clôture, puisqu'on a une clôture pour vendredi prochain de fin de mois. C'est-à-dire que tous les vendredis, les options clôturent. Et ici, vous le voyez, celle du 25 novembre, c'est ça. Du coup, a potentiellement un petit peu plus d'open interest que les autres, puisque les options de fin de mois et de fin de trimestre sont ouvertes bien avant toutes les autres. Et en général, elles ont un peu plus d'action sur le prix, on va dire, voilà. Ici, on a un max pain price qui serait à 18 000 $, donc ça sous-entendrait plus ou moins un rebond. Au prix actuel, on est autour des 16 000, et bien vous voyez qu'on ferait gagner le strike rouge qui est là et celui qui est là, c'est-à-dire des gens qui ont joué Bitcoin à la baisse. Si vous comprenez pas ce que je dis sur les options, n'hésitez pas à aller voir le tuto que j'ai fait là-dessus, qui s'appelle Bitcoin qui manipule le prix, et en gros, dedans, il y a les options qui sont plus ou moins expliquées. Le put-call ratio qui est plutôt en faveur des calls, c'est-à-dire que on a un sentiment qui est plutôt bullish. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont joué un Bitcoin pour le 25 novembre qui strike à 24 000. Donc du coup, on va voir ici vers où le prix se dirige d'ici vendredi, mais on pourrait potentiellement d'ici jeudi avoir une poussée. Est-ce que l'open interest est vraiment énorme? 1,1 milliard. Oui, c'est quand même relativement conséquent. 1 milliard, c'est relativement conséquent. On a déjà vu des options taper les 2 milliards, mais 1 milliard, ça commence à être conséquent. Donc du coup, ça peut être rentable pour les, entre guillemets, vendeurs d'options, les gens qui mettent ces options-là sur le marché, et bien tout simplement de faire monter le prix de manière à le ramener à 18 000 $. On va maintenant regarder tout ce qui est liquidité shorter-longueur en levier. Alors, on a ici pris ce niveau, vous le voyez qu'on avait noté hier, donc ça c'est nettoyé, on n'a pas pris ce niveau-là, on a été assez massivement shorté à partir de là, mais pour moi le niveau a été nettoyé, on a été longué à partir d'ici, ça a été également nettoyé, on a été re-short, c'est pareil, relong ici, c'est pareil, ici, est-ce qu'on a eu du short? Pas tellement. Ici, est-ce qu'on a eu du short? Pas du tout. Ici, on en a eu un petit peu, donc on a un tout petit niveau de shorter à venir prendre
à peu près par là, on va dire. Et puis ensuite, on est très fortement longué. Donc on avait rajouté un gros niveau ici de long. Les gens étaient rentrés fortement en long sur ce niveau-là. Et vous voyez que le prix est venu les nettoyer. Ensuite, on a été re-short à partir d'ici, hein, c'est ça qui explique le retour ici, vous le voyez, le rebondissement où on vient effectivement nettoyer les stop-loss qui ont pu être faits à partir de là. Est-ce qu'on est toujours shorté sur ce point-là? La réponse est oui, mais c'est vraiment du coup moindre puisqu'il y a eu un gros nettoyage qui s'est fait dans ce sens-là. Et puis ensuite, on est re-short à partir d'ici, donc là, le prix est remonté. Il y a un très fort niveau de long à l'instant T, vous voyez, qui s'est ouvert, c'est-à-dire le funding là qui est littéralement parti vers le haut, ça veut dire qu'on a du longueur qui rentre très fortement, donc on peut s'attendre ici à un nouveau plus bas, c'est-à-dire potentiellement venir chercher plus bas. Les gros points pour moi, ils sont aux 15 500, et puis là on en aurait noté un gros, donc vous comprenez qu'il a, je parle de ici, voilà, le moment où vraiment l'open interest augmente, le funding aussi veut dire qu'on a pas mal de longueur en levier qui était rentré sur ce mouvement-là, et vous voyez qu'ils ont été corrigés assez rapidement. On va aller voir maintenant Ether. Si j'arrive à taper. Donc sur Ethereum, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, sur Ether, on avait été très fortement shorté sur la dernière zone ici. Vous voyez qu'on n'avait pas rajouté nécessairement de niveau de long. Le gros des liquidations des longueurs pourrait se trouver au 1072. On a été re-short à partir d'ici, ce qui explique le mouvement ici. Hein, vous le voyez où on vient renettoyer tout ce qui était rentré en open interest là, finalement a été nettoyé par cette hausse. Néanmoins, on peut considérer qu'on a quand même un petit peu de shorter qui était rentré ici. Donc on a un nouveau niveau à prendre là, niveau relativement faible. À partir de là, on est relongue, mais ça a été nettoyé par le prix. Ensuite, ici, on est assez fortement longué, mais ça a été nettoyé également par le prix. Ici, on est reshorté à nouveau, ça a déjà été nettoyé aussi. Ici, on a du longueur, mais vous voyez que le prix est en train de s'en occuper là. Et puis ensuite, à partir de là, on a un petit peu de shorter également. Donc, on va remettre ici ce prix-là. On peut enlever ce niveau qui était un niveau de liquidation potentiel. Quand je les mets en trétillé, en général, ça veut dire ça. On va désormais aller voir les liquidités, les poches de liquidités et combien on a de shorter par rapport aux longueurs sur le marché. Donc, je vous en profite pour vous dire de vous abonner, activer la cloche des notifications, ne pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Discord, encore une fois. Ici, on a désormais pas mal de shorters sur Bitcoin. C'est-à-dire qu'on a tellement nettoyé du long hein, sur cette descente que du coup, sur les quelques derniers jours, on a accumulé plutôt du shorter au-dessus puisque le prix s'en est un peu moins occupé. Donc là, on pourrait revoir un potentiel rebond moyen terme. 4 milliards, c'est pas non plus énormissime, mais on a ici plus de longueur plus de shorter que de longueur sur Bitcoin. Sur Ether, ça commence à taper aussi, on est autour des 4 milliards également. Vous voyez que dès qu'une position en longue s'ouvre, on vient la nettoyer et globalement, d'une certaine manière, on a tendance à suivre ici le CVD au spot, qui est la demande au spot, tout simplement parce que si vous voulez manipuler le prix, il faut le faire au spot, et pour manipuler le prix au spot, vous devez vendre des BTC ou acheter des BTC. Et selon l'humeur du moment, ça va être plus facile de venir liquider les shorters ou les longueurs puisque l'humeur est plutôt acheteuse ou vendeuse au spot. Encore une fois, il y a des tutos pour ça, je les ai fait, donc du coup je vais pas répéter, je peux pas vraiment répéter à chaque vidéo par respect pour les gens qui suivent depuis le départ. Ici, on est sur les liquidations en 12 heures. Vous voyez qu'effectivement, on est commencé à rentrer dans cette zone dure un petit peu, qui serait la zone jusqu'aux 15 400 $. Et là, je parle des dernières 12 heures. Hein. Vous voyez que ces zones ne se sont allumées qu'il y a 12 heures. Et effectivement, on pourrait tabler sur un potentiel rebond au 16,9 si à un moment donné, le CVD spot se retourne. Pour le moment, la pression elle est plutôt vendeuse. Donc, on va considérer que les 15,4, voire encore une fois, cette target des 14 qu'on avait éventuellement avec le dernier triangle en date sont toujours potentiellement valides. Donc nécessairement pour le moment un short ici serait plutôt de bon augure et pourrait passer. Cependant on voit le sentiment qui change et ce notamment depuis 8 heures ce matin où effectivement on a quand même du shorter qui est rentré sur ce mouvement.
Ensuite, sur la 7 jours, vous voyez que sur la 7 jours, on est en train de densifier énormément cette zone autour des 17,3. Donc là, et que effectivement, là, on prend la mesure de ce qu'il y a jusqu'à 14,9. Donc on a ici une zone assez dense à prendre également. Mais on prend la mesure également du fait qu'un rebond au 17,3 est plus que possible, voire envisageable. On prend la mesure aussi du fait pourquoi le prix s'est arrêté ici à l'endroit où il s'est arrêté. Et pour moi, je trouve que la 7 jours marche extrêmement bien, surtout ces derniers temps. Pourquoi le prix s'est arrêté là? Parce qu'il n'y avait plus grand chose à liquider en réalité. Vous le voyez que la vraie valeur en 7 jours, elle était là-dessus. Et le prix va avoir tendance à aller prendre les positions fraîches, puisque quand vous êtes en levier, ça a quand même un coût. Donc du coup, vous allez rarement garder vos leviers 3 mois. Vous allez potentiellement ici faire une sortie et re-rentrer dans une position, etc. Mais pas nécessairement vous étaler dans le temps sur des positions conséquentes. Donc là, on voit qu'effectivement, le prix a nettoyé toute la zone de densité qu'on voyait en 7 jours ici. Donc là, c'est soit direction les 14,9, toujours, cette même zone, soit direction les 17,3. Mais en 7 jours, c'est relativement clair que la zone des 17,3 est beaucoup plus chargée que celle des 14,9 pour le coup. Donc en 7 jours, on dirait que ça serait plutôt bullish. Si on va voir là un mois, pour voir comment on s'est fondé ici sur le mois dernier, vous voyez que la zone de valeur, elle est proche des 15 000 également, pour les longueurs. Vous voyez qu'on a un petit peu densifié, c'est pas énorme, mais on a commencé à densifier toute la zone intermédiaire qui se trouve jusqu'au 22,100. Désormais 21,6. On parle beaucoup des 21,6 sur ce dernier mois puisque c'était effectivement une zone de short conséquente. Donc, à partir du moment où quand vous avez shorté ici à 21,5 et que vous êtes désormais à 15 009, on peut imaginer qu'une bonne partie de ces gens-là sont quand même en train de sortir. Ici, il y a un moment où, bien évidemment, sauf tous les shorts de couverture, c'est-à-dire les gens qui vont finalement potentiellement se laisser refaire prendre et qui étaient en levier ici et qui avaient éventuellement ouvert juste un short de couverture au cas où et qui souhaitent le garder, mais on aurait tendance ici à dire que vu l'action de prix, c'est-à-dire que désormais on est autour des 15 000, petit à petit cette zone qui ne se dédensifie pas sur iBlock parce que iBlock ne connaît pas les positions qui vont se fermer, elle est toujours fournie, mais elle est de moins en moins fournie. Au plus le temps passe, au plus elle va se dématurer, entre guillemets, pourrir, voilà. Donc voilà, on a fait là le sentiment. Je pense pas avoir autre chose à rajouter. On va juste regarder vite fait le premium de Grayscale, puisqu'en ce moment on parle pas mal de Grayscale. Donc du coup, voilà, on a un premium qui est, enfin un discount qui est à moins 45%, le GBTC qui est à 8,33. Je rappelle que Grayscale ici est en position un peu difficile et que c'est le plus gros holder de Bitcoin au monde, puisqu'ils ont 633 000 BTC et 3,5 millions d'Ethereum. Et donc du coup ici par rapport à la valeur réelle de leur trust, donc le fonds à 633 000 BTC, l'action vaut 15 $, enfin elle vaut 15 $, sa valeur réelle est de 15 $ en fonction du nombre de BTC au marché qu'il y a, elle vaut 15 $, et vous comprenez ici qu'elle se trade malgré tout ça à 8,33 $. Donc ça c'est pas très bon, ça veut dire que la demande institutionnelle pour Bitcoin est extrêmement faible, mais aussi surtout que la demande pour le principal holder de BTC est extrêmement faible également, et malgré un discount de moins 45%, c'est-à-dire que si ce discount s'effaçait et si on revenait à la valeur réelle du marché, vous comprenez ici que les gens empocheraient plus que la montée du BTC en pourcentage, ils empocheraient également ce fameux premium ou discount. Eh bien, ça c'est pas très bon signe. Et pourquoi c'est pas très bon signe et pourquoi en ce moment on a une sorte de FUD sur Grayscale? Parce que Grayscale, sa filiale Genesis avait une exposition à FTX et il apparaît qu'il y a un trou de 1 milliard que Grayscale, enfin que DCG, qui est la maison mère, n'a pas voulu combler, en tout cas n'est pas en phase de le combler pour le moment. Donc les gens ont peur qu'en fait Grayscale vende du BTC au marché, ou OTC ou autre. Donc on demande en ce moment à Grayscale de fournir la preuve qu'ils ont bien 633 000 BTC. Vraisemblablement, Grayscale ne veut pas le faire pour des raisons de sécurité. Ils ne veulent pas divulguer leurs adresses pour des raisons de sécurité. Donc ils se cachent derrière le service custody de Coinbase, puisque leurs BTC sont stockés chez Coinbase, et ils payent un abonnement pour ça, de manière à ce que leurs BTC soient à l'abri. On sait de manière sûre, et ça je peux vous le confirmer, ça fait partie d'une analyse on-chain extrêmement précise, qu'il y a
à minima, sur 432 adresses différentes, la moitié des BTC, 315 000 environ BTC qui sont stockés, et ça les gens connaissent les adresses puisque en fonction des mouvements etc on a pu les retrouver. Néanmoins on demande du coup à Grayscale de fournir plus ou moins les adresses pour montrer qu'ils ont effectivement ces 633 000 BTC, et pour le moment ça n'est pas fait. Je mets pas en doute personnellement le service custody de Coinbase, je pense pas qu'il ferait une fausse déclaration si jamais c'était pas le cas. Il serait plutôt en train de se taire, et effectivement la déclaration a été faite et elle a été confirmée. Je crois que c'était aujourd'hui, il y a quelques heures, par Coinbase, que effectivement ces bitcoins étaient là et qu'il n'y avait aucun problème. Je sais plus où c'était. Ah oui, ça c'est une petite news aussi. Visiblement, JP Morgan qui a posé comme marque un wallet Bitcoin, donc le JP Morgan Wallet. Donc ça c'est relativement intéressant de voir que JP Morgan est en train de rentrer sur la zone crypto, on va dire. Ici les mineurs qui sont extrêmement... c'est un bain de sang pour les mineurs actuellement. Une énergie très chère, un Bitcoin qui se vend très peu. Donc du coup si jamais ils doivent taper dans leur réserve, eh ben on est pour beaucoup au prix de production. Donc est-ce que vous arrêtez de miner à ce moment-là? Pour le moment le hash rate fonctionne très bien, donc du coup ici par contre on sait que les mineurs souffrent énormément, et on a eu d'ailleurs la faillite de Core Scientific qui est le plus gros mineur au monde. Donc théoriquement on pourrait penser que la souffrance des mineurs vient à son terme, puisque un gros acteur est tombé, hein. Assez souvent vous regardez, il y a un gros exchange qui est tombé, c'est FTX, il y a un gros lender qui est tombé, c'est Celsius, il y a un gros mineur qui est tombé, c'est Core Scientific. Donc voilà, on peut ici penser que on arrive vraiment sur des zones relativement intéressantes en termes de bottom, et je parle ici de bottom final. Je ne parle pas nécessairement ici de rebond technique puis bottom. On est peut-être ici dans des zones où ça commence à devenir intéressant de penser qu'on a touché le fond. On pourra revenir y faire un tour, assez souvent on fait des doubles bottom, etc. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez fréquentes. Néanmoins, et je parle pas ici nécessairement des 15 000 $ ou des 14 000, où vous comprenez que le bottom sera peut-être trouvé à 12, il sera peut-être trouvé à 10, c'est pas du tout ici la question, mais par contre on sait qu'on est sur une potentielle fin de structure. Ici, je vous le disais tout à l'heure, Coinbase qui confirme qu'ils ont bien les 635 000 BTC de Grayscale. Et donc du coup, comme je vous le disais, voilà, maintenant on va regarder un petit peu la structure, puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait des analyses de structure. Concrètement, on voit en Elliott qu'on est dans une 1, 2, 3, 4, 5 dans un potentiel biseau, et ce depuis le plus haut dernier. Le scénario principal que nous on envisage, c'est que tout ça est une expanded flat, c'est-à-dire une flat étendue, et on attend ici une vague 4. On peut imaginer, je dis bien, je vais mettre en log ici parce que ce sera plus parlant, que cette vague 4 a été écourtée par toute l'histoire qu'il y a eu entre-temps, à savoir inflation, etc. C'est-à-dire qu'on aurait trouvé ici un plus haut de 4 qui n'atteint pas vraiment ses targets, puisque nous, on avait des targets qui étaient plutôt, au moment où on en parlait, autour des 25 000 $. On peut imaginer ça. On peut également imaginer que finalement, cette structure de 4, donc là, je parle d'une vague correctrice de 4 qui est montante, en fait, il faut bien le comprendre, elle-même se fasse sur une running par exemple, c'est-à-dire quelque chose comme ça, ce type de mouvement. Donc là on part d'un point zéro pour monter, c'est une correction montante, donc on aurait vis-à-vis de ça une dernière correction pour ensuite faire la 5 qui elle-même est une clôture. Là on est descendu extrêmement bas, mais c'est pas du tout quelque chose d'invraisemblable qu'on soit éventuellement dans une running. Si jamais on était éventuellement également, on pourrait rebondir plus haut, on pourrait être dans une... Théoriquement, voilà, une zigzag nous aurait donné ça, par exemple. Voilà, typiquement, une zigzag, c'est même quelque chose qui aurait plutôt donné une correction montante comme ceci. Donc, la question, c'est ce haut de 4, est-ce qu'on ne l'a pas finalement trouvé ici? Est-ce qu'on ne peut pas trouver 3 vagues avec ici une flat régulière? Là, dans cette zone-là, vous le voyez, une 1, 2, 3 qui est une flat régulière sur celle-ci, et encore une vague de 3 qui nous permet de monter ici aux 25 000 $.
Les questions peuvent se poser. Moi, personnellement, je considère qu'on aura, pour le moment, et ça reste mon scénario privilégié, un rebond, un retest des 25 000. Si ça n'est pas un retest des 25 000, ça sera un retest des 23 avant une chute plus importante. Maintenant, on a énormément de choses ici qui montent les 14, etc. Et on peut tout à fait ici, dans cette correction, de partir ici des 17, monter aux 25, redescendre autour des 14, par exemple, et ensuite faire une running qui vient toucher son plus haut autour des 21, 22. Je serais étonné qu'on vienne pas ici prendre les 21,6. Je serais vraiment étonné qu'on ne le fasse pas. Néanmoins, et après, ensuite, on aurait cette dernière jambe baissière qui se ferait en théoriquement 3 vagues, puisque nous on est plutôt dans l'hypothèse d'une diagonale, mais qui pourrait se faire en 5. Enfin voilà, tout n'est pas ici figé dans ce scénario-là. Comprenez bien que ici on fait de l'héliotisme et que donc du coup l'héliotisme n'est pas un système de prévision des prix, c'est un système de prise de profit, c'est-à-dire j'envisage tel scénario, donc du coup je place mes stop-loss ici et là, etc. C'est un système de rationalisation. Tout simplement de l'intervention sur les marchés, plus qu'un système de prévision des prix. Donc si quelqu'un vous dit prétendre pouvoir savoir où va aller la prochaine vague, eh bien en fait il vous explique son plan d'investissement, mais personne n'est capable de savoir où ira le prix. On l'a vu ici sur par exemple cette news sur FTX, eh bien qui était relativement inattendu, en tout cas on peut dire pour ce type d'exchange, etc. Et vous voyez ici qu'on en tombe des nues tous les jours sur ce qu'il s'est passé sur FTX. Donc voilà pour cette analyse du Bitcoin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Éventuellement, mettre un like et un commentaire d'encouragement. Encore une fois, j'ai pour habitude de terminer mes vidéos en demandant une question à la con, les commentaires à la con. Et ici, aujourd'hui, on va parler de proverbes. Mettez votre meilleur proverbe de grand-mère en commentaire. Quel est le proverbe qui vous parle le plus, ou quel est celui que vous entendez assez souvent dans votre famille? Donc voilà, on va aujourd'hui discuter proverbes. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À très bientôt.